Huit ans après les attentats d'Al-Qaïda le 11 septembre, le doute s'est installé dans l'opinion. Comment en est-on arrivé là? Comment est née la rumeur? Qui sont ceux qui diffusent les théories du complot? Quelles sont leurs vraies motivations? Enquête. Il y a un antagonisme entre les journalistes d'un côté et les gens qui proposent en permanence des enquêtes. Bon, elles sont toutes toujours sous le même angle de la théorie du complot, mais n'empêche qu'ils travaillent. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à des gens qui psychologiquement auraient un profil particulier, particulièrement fou, particulièrement déviant, particulièrement... Non, j'ai l'impression de gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui sont animés par une passion forte, peut-être même une mission. Cette réalité, elle va pourtant très vite être contestée. Nous avions tourné cette scène le 11 septembre 2007. D'un côté, des Américains recueillis, rendant hommage aux 3000 disparus. De l'autre, à quelques centaines de mètres à peine, d'autres Américains, eux, remontés à bloc. En ce jour de deuil, ils n'hésitent pas à accuser publiquement leur propre gouvernement et leur président W. Bush d'avoir organisé les attentats du 11 septembre. Yves, bonjour. Vous êtes membre de l'association Reopen 911 et donc aujourd'hui vous avez fait une expo mobile sur le 11 septembre. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le but de votre manœuvre et à quelle fréquence vous faites ce genre d'exposition? Bonjour, donc toutes les 2 semaines environ, une moitié de l'année, disons la belle saison, on informe le public sur les attentats du 11 septembre. Donc c'est la petite exposition mobile qui est déployée derrière moi, essentiellement constituée de documents que l'on commente, qu'on discute avec le public. On essaie d'animer un débat, de lancer un débat avec les gens qui passent, qui sont souvent, qui connaissent assez mal le dossier, donc ça nous permet de les informer. Et parfois aussi, on croise des spécialistes, des gens qui sont par exemple des pilotes ou des architectes, etc. Et à ce moment-là, on peut rentrer un peu plus en détail dans la discussion. Dans tous les cas, on essaie de comprendre leurs arguments, de faire valoir les nôtres, et puis de faire, disons, un travail que les médias font pas aujourd'hui, ou quasiment pas, sur le 11 septembre. Donc on pallie un peu cette carence et en espérant sensibiliser les gens, l'opinion publique française à ces attentats, cette question des attentats qui est en fait le point d'origine d'une politique qui est encore celle qui est menée aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de conséquences sur différents plans et voilà, donc c'est une clé, disons, pour appréhender l'actualité et différents sujets. Et quelles sont les réactions des citoyens qui viennent voir cette exposition justement? Alors les réactions, elles sont de 3 types. On a quand même un certain nombre d'admirateurs qui sont heureux de nous voir ici, de voir que nous sommes là, de voir surtout des gens qui sont hors d'Internet, c'est-à-dire de rencontrer des gens en chair en os. Donc ça, c'est toujours agréable et puis qui nous félicitent pour le travail, disons, globalement, qui est fait par l'association Reopen 911 sur Internet. À l'autre extrémité, il y a effectivement des gens, il y a des contradicteurs qui ne sont pas satisfaits des informations que nous diffusons. Avec qui d'ailleurs en général on a du mal la plupart du temps à simplement ébaucher un dialogue, c'est-à-dire que la plupart du temps ces contradicteurs s'enfuient immédiatement. Donc on ne peut pas vous donner leur opinion, ils s'enfuient. Et donc nous on essaie de les amener à argumenter, à donner leurs arguments, on est là pour discuter, donc y compris avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est la règle c'est la règle du jeu ici, hein, donc. Mais voilà, et entre les deux, donc entre ces deux extrêmes, il y a une grande majorité de gens qui est toujours très sensible à ces attentats, qui s'intéresse tout de suite, qui accroche, qui veut savoir, qui veut comprendre, qui se rend compte très très vite qu'il y a beaucoup d'éléments troublants, de zones d'ombre, etc. Et qui est très avide de compréhension, qui se rend compte que les médias ne disent pas toute la vérité,
Et avec ces gens-là, donc qui restent parfois quelques minutes, mais ça peut être suffisant pour un échange intéressant, mais qui reste parfois plusieurs heures, ça arrive. Il y a aussi même un public régulier qui revient de semaine en semaine. Et effectivement, avec eux, on approfondit les discussions. Et très souvent, en partant du 11 septembre, on va vers plein d'autres sujets, vers l'actualité, la Syrie, la Libye, etc. Donc, on déborde du cadre du périmètre de l'association Reopen, mais c'est toujours intéressant, d'autant qu'encore une fois, là aussi, on peut trouver des gens en face de nous, parfois, qui connaissent particulièrement bien certains sujets d'actualité et qui peuvent éventuellement rebondir sur ce qu'on présente là, ou des gens d'origine italienne qui connaissent, par exemple, je ne sais pas, Gladio, c'est pour prendre un exemple, mais les échanges sont toujours intéressants. Et donc, il y a toute une palette de réactions en résumé, mais un intérêt toujours intact pour ce sujet du 11 septembre en particulier, qui est un événement très spectaculaire, qui a frappé les gens, et personne n'a oublié, et ça ne laisse personne indifférent. Des versions, il y en a 36, il y a peut-être des choses plus ou moins fantaisistes. En gros, il y a deux versions. Il y a premièrement la version officielle qui dit c'est un complot, parce que c'est la version officielle qui est une version complotiste. C'est un complot de 19 pirates qui ont détourné des avions et qui ensuite ont tout fait tout seuls. Et les versions alternatives, puisqu'on peut supposer qu'il y en a plusieurs, c'est qu'ils n'ont pas pu faire tout seuls. Ils ont dû avoir des complicités à différents endroits. Voilà. Ces complicités ne signifient absolument pas que tout le gouvernement ou toute l'armée américaine était au courant. Il n'y a absolument pas besoin de ça. On le voit un peu plus loin, il n'y a pas un seul avion de chasse qui a décollé. 4 avions de ligne qui sont détournés. Et en 1h50, pas un seul avion de chasse. Ça n'arrive jamais. Habituellement, quand un avion de commercial a un problème, la radio coupée, le transpondeur coupé ou qui change de trajectoire, dans les 10 minutes qui suivent, il y a 2 avions de chasse qui viennent, un de chaque côté, qui lui demandent s'il a des problèmes, parce qu'en général c'est que des problèmes techniques, qui l'aident à atterrir quelque part, et s'il refuse, s'il y a un détournement, etc., ils ont le droit, les chasseurs ont le droit de le descendre, parce qu'il vaut mieux tuer les 200 personnes qu'il y a dans l'avion, et d'ailleurs dans ce cas-là, c'était pas 200 personnes, plutôt que de risquer des milliers de morts dans des grandes villes. Voilà. Eh bien, pendant 1h50, il n'y a pas un seul avion. Et les 2 seuls avions qui sont partis, ils sont partis de la base militaire d'Otis. Et au lieu de partir vers l'ouest, vers l'ouest, c'est-à-dire vers New York, ils sont partis vers l'est. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés trop tard quand ils sont revenus. Voilà. Donc on se dit, c'est pas possible qu'une armée aussi compétente, aussi gigantesque, aussi surarmée, dans une région aussi peuplée et aussi avec tellement d'infrastructures, ait pu échouer comme ça. C'est pas normal. Il y a eu certainement, on pense qu'il y a des complicités. En tout cas, elles n'ont pas été recherchées. Hein. Alors, donc, c'est ça les deux grandes théories. Le 11 septembre était-il vraiment l'œuvre d'Al-Qaïda ou un complot des Américains? La grippe A a-t-elle été inventée par les laboratoires pharmaceutiques? Enfin, le président français est-il un agent de la CIA? Pourquoi et comment toutes ces théories fleurissent? Guillaume Lebeau est avec nous, c'est l'invité de ce journal. Vous êtes l'auteur de Planète Complot, le tour du monde des nouvelles théories conspirationnistes, apparu aux éditions La Manufacture des livres. Les complotistes, les conspirationnistes apportent en fait un peu de plein dans le vide en finalement remplaçant les idéologies et la politique ou la religion par une main invisible sur la planète qui ferait que depuis les ides de Mars et l'assassinat de César, toute notre histoire serait écrite par d'autres que nous. Alors, autre argument. Donc dans les jours, les semaines qui ont suivi, on a déblayé les débris. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans les débris? Regardez, on le voit sur c'est des vidéos, ça j'ai pris des captures d'écran de vidéos. Pour être de cette couleur-là, c'est que l'acier est fondu. Donc c'est plus que 1500 degrés. Ça veut dire qu'on a plusieurs jours ou plusieurs semaines après des arrosages de pompiers. Les pompiers ont arrosé tout ça avec de l'eau. On est encore à 1500 degrés plusieurs jours après des arrosages. Est-ce que c'est le kérosène qui, lui, ne monte qu'à 600 degrés? C'est qu'évidemment, il y avait une source de chaleur qui a produit plus. Et on le voit très bien. De même que pour tordre une poutre comme ça, complètement en épingle à cheveux, il faut énormément d'énergie. Ce n'est pas simplement la chute. Et là aussi, pour mélanger, là, il y a une espèce d'agglomérat d'acier et de béton. Pour arriver à les fusionner ensemble et pas simplement les empiler l'un sur les autres, il faut aussi une grosse source d'énergie. Donc ça, ce sont des arguments pour des explosifs. Mais on ne les a pas recherchés. Ici, vous avez une photo de la NASA par satellite, 3 semaines après, qui montre encore des températures, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein, qui montrent encore des températures qui sont à plus de 700, 500, 600, 550 degrés.
Voilà, 3 semaines après des arrosages de pompiers. Donc, ce n'est pas le kérosène qui était à 600 degrés qui a tout brûlé au moment du choc. Là, vous avez des témoignages de pompiers qui disent, quand ils sont allés dans les débris, de l'acier fondu comme dans une fonderie. Ils parlent aussi de lave comme d'un volcan. Là, vous avez le directeur du département de la construction de New York qui est auditionné par la commission, parce que les auditions étaient publiques, hein. Donc il y a eu des tas de photographes, de caméras, etc. Il dit lui-même de métal fondu coulait. Ça, c'est le maire de New York, Giuliani, qui dit il y avait des feux de 1100 degrés Celsius dans le sous-sol. À la commission, il le dit. Il ne le cache pas. Je ne suis pas en train de vous révéler des secrets mais mystérieux et extraordinaires. Eux-mêmes l'ont dit. Simplement, la commission n'en a pas déduit que c'était quand même un peu difficile d'avoir des feux de 1100 degrés dans les sous-sols uniquement avec du kérosène qui avait dû brûler dans les premières secondes. Ils n'ont pas tenu compte, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas cherché s'il y avait des explosifs. On continue ? Mais en fait, dès le départ, moi je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette version officielle, donc j'ai beaucoup cherché en fait sur Internet, des documentaires, etc. Et je me suis rendu compte que cette version ne tenait pas parce qu'il y a vraiment des trous dans la version officielle. Donc notamment les tours qui s'effondrent en 10 secondes, c'est impossible à partir d'un accident d'avion. Les avions qui se sont écrasés, notamment sur le Pentagone, ça ne tient pas non plus. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché pendant près de 2 ans en fait, cherché plein de documents, lu plein de livres, et donc je me suis fait ma propre opinion personnelle, et donc moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui a été fait en interne par le gouvernement des États-Unis et que la version officielle ne tient pas. Est-ce que vous pensez que les journalistes, notamment français, ont fait leur travail d'investigation sur le 11 septembre ? Alors moi j'ai la chance d'habiter dans une région frontalière qui est l'Alsace, et donc je parle l'allemand également. Et donc j'ai accès notamment aux informations allemandes et suisses allemandes. Et là on se rend compte que côté français c'est vraiment incroyable parce qu'il y a une espèce de blackout qui est fait sur ce qui s'est passé. Alors qu'en Allemagne par exemple il y a des choses qui ont été montrées à la télévision allemande sur des chaînes, donc la première ou la deuxième, et qui montraient une autre version. Alors ils ne disent pas que c'est la bonne version, mais au moins il n'y a pas cette version officielle qu'il faut absolument tenir. Il est interdit de penser à autre chose. Par exemple en Allemagne ce n'est pas du tout comme ça. En Suisse également c'est passé à la télé suisse. Et donc par exemple en Finlande également je crois, dans le monde diplomatique, il y a eu tout un dossier qui a été fait, qui a été refusé en France. Donc moi je suis assez atterré par le comportement des journalistes en France. Est-ce que vous pensez qu'un jour on saura la vérité sur ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ? Oui, certainement, parce que je suis persuadé que la vérité finit toujours par triompher un jour ou l'autre. Parfois il faut beaucoup de temps, mais je suis certain que la vérité triomphera. Les gens qui sont influencés par les théories du complot, c'est tout le monde. C'est moi, c'est vous, ça peut être n'importe qui. En matière de théorie du complot, comment reconnaît-on des gens légitimes ? Eh bien, justement, c'est probablement à l'intérieur d'une sphère un peu particulière, de gens qui sont proches du web, parce que l'information circule énormément par le web. Parce que font les médias globalement quand ils vous présentent une information, ils vous expliquent en même temps ce qu'il faut en penser. Donc ce qui a l'air de vous inquiéter, c'est qu'il n'y a plus personne. Pas tous la même chose. Il n'y a plus personne pour vous expliquer ce qu'il faut en penser non, sur Internet. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la version officielle du 11 septembre ? La version que nous donnent les politiciens, les journalistes, tous ces gens à la solde du pouvoir. C'est ça. Je n'y crois pas du tout. Et puis de toute façon, il n'y a pas vraiment de version officielle. Hein. Il y a des débris de choses expliquées aux gens qui veulent bien entendre, mais il n'y a rien vraiment de concret. Hein. La version officielle, elle est pas vraiment... Enfin, officielle, ce qu'ils nous disent à la télé, on va dire comme ça qu'elle est officielle parce que c'est divulgué à monsieur tout le monde, mais ça ne tient pas debout leur histoire, hein, ça c'est clair. Avec Frédéric Bonneau qui nous a donc rejoint. Et Frédéric, vous revenez à votre façon sur ce qui s'est passé hier soir chez Frédéric Taddeï. On en a parlé à 11h au début de cette émission. Tout à fait, Jean-Marc, parce que c'est intéressant à plus d'un titre. Alors pourquoi Mathieu Kassovitz ? Évidemment, quand est arrivé le 3e sujet sur le 11 septembre, tout d'un coup les masques sont tombés et en plus on va dire que c'était pas très bien dissimulé, quoi. C'était vraiment gros comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que Mathieu Kassovitz n'était là que pour une chose, c'est nous faire son numéro, se lâcher sur tout ça ne tient pas debout. C'est ça qu'il a dit. Et alors en plus il l'a dit de façon un peu
coteleuse. C'est-à-dire que comme il veut pas complètement non plus se faire accuser d'être un nouveau Thierry Messant, il dit on peut s'interroger, on peut pas laisser passer ça comme ça, etc., etc. Mais là, le malaise sur le plateau commençait à devenir perceptible parce qu'il disait des choses littéralement énormes. Et Frédéric Tadei ne le reprend pas lui-même, mais donne la parole au producteur de cinéma, Marine Karmitz. Et Marine Karmitz va dire à Mathieu Kassovitz ce que je pense profondément, ce qui, hélas, est l'évidence, mais il va lui dire, on va dire de façon un peu abrupte. Écoutez, Jean-Marc. Moi, je pense que le conspirationnisme débouche sur quelque chose d'extrêmement grave, c'est le négationnisme. Négationnisme, c'est-à-dire les gens qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé. Et on est dans cette filiation, et que c'est extraordinairement dangereux. Vous voyez? Ouais, et le résultat, Frédéric, c'est un énorme malaise sur le plateau. Énorme malaise sur le plateau, parce qu'évidemment, Mathieu Kassovitz dit, mais comment ça, on me traite de négationniste? Jamais de la vie. Encore une fois, sur le fond, Marine Karmitz a raison, parce qu'il y a eu un nombre de livres et de documentaires qui nous prouvent qu'effectivement, c'est la pire extrême droite américaine antisémite qui est la plus grande partisane de cette théorie du complot. Donc il a raison, Karmitz. C'est grave d'appeler quelqu'un négationniste, vous êtes d'accord? C'est polémique, c'est vrai. Le jour où on va s'apercevoir que dans la version de la CIA et du FBI, il y a un truc qui cloche, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a peut-être des choses qui clochent déjà. Effectivement, il y a des contradictions, il y a des bizarreries. Les journaux qui ont parlé de ça ont dit les autorités n'ont pas tout dit. Donc il y a des questions qui restent posées, évidemment, bien sûr. Mais il ne s'ensuit pas qu'il y a eu un complot de 3000 personnes pour faire croire qu'il n'y a pas eu d'avion. C'est quand même passé qu'il y a eu des sautes. Ça, c'est peu crédible. Si les gens ont vraiment envie de savoir, ils peuvent. Ils peuvent s'instruire, il faut juste être prêt à écouter, c'est tout. Hein. Et puis pas dire ah ouais, de toute façon c'est de la merde, ça nous regarde pas. Oui, ça nous regarde parce que demain ce sont mes enfants à moi, mes petits-enfants à moi qui vont subir tout ce qui est en train de changer, tout ce qui est en train de passer aujourd'hui. C'est simple, hein, pour changer les choses, c'est très très simple. À mon avis, il faut juste divulguer, comme vous faites ici. Ouvrir la fenêtre aux gens, ouvrir des portes pour que les gens comprennent, parce que les gens sont un peu aveuglés, ils sont un peu enfermés sur eux-mêmes. C'est le système métro boulot dodo, ma propre personne, mon bien-être et tout ça, et puis le reste on s'en tape. Moi j'ai assisté à des vols les vols à l'arrache dans des métros où personne ne bougeait, où j'étais le seul à courir après le voleur. Donc ces gens-là, ils sont un petit peu fermés et ils ont besoin de gens comme vous pour leur ouvrir l'esprit, pour leur ouvrir des fenêtres et pour qu'ils comprennent un petit peu qu'on est en train d'essayer de les changer et en tout cas à changer leur mode de vie. Hein, le mode de vie qui est la liberté dans tous ses termes, dans tous ses sens. Voilà. Alors, je vous ai dit, on a parlé des deux grandes tours, avec les deux avions, ça c'est sûr. Maintenant, le World Trade Center, ça n'était pas que ça, il y avait aussi les petits bâtiments en dessous, je répète, l'hôtel Marriott, 22 étages quand même. Hein. Voilà. Voilà les petits bâtiments qui étaient en dessous. Et ils ont été pas mal amochés. Évidemment, ils ont reçu les débris avec les explosions en champignons. Donc il y a eu des incendies, ils ont été abîmés, voilà. Mais ils ne se sont pas écroulés. Ils sont là, abîmés, pas écroulés. Par contre, celui-là, qui faisait partie aussi du World Trade Center, mais il portait le numéro 7, entre les deux, là, il y a 115 mètres. Le voilà quand il était neuf. C'est aussi un bâtiment avec un centre, avec des poteaux en métal et puis des plateaux de bureaux. Le voilà, eh bien le voilà pendant l'écroulement des tours. Comme il est à 115 mètres, il est quand même nettement moins abîmé. Il n'est même pas abîmé du tout. On voit bien qu'il n'a pas le toit est intact. Il y a eu des incendies, le voilà à 14h, une photo prise à 14h, donc c'est-à-dire 3 heures après, 3-4 heures après. Voilà, il y a eu des incendies à l'intérieur, le voilà. Eh bien, ceux-là, ils sont très abîmés, mais ils ne sont pas tombés. Celui-là, il n'est pas beaucoup abîmé, eh bien il est tombé. Et il est tombé lui aussi à la vitesse de la chute libre en 6 secondes et demie. Il y a plein de vidéos parce qu'il y a plusieurs là qui l'ont pris. À 17h20, on voit très bien, il tombe exactement droit. Il tombe dans l'après-midi à 17h20, parfaitement droit sur lui-même en 6 secondes. C'était le matin, oui, les autres sont tombés à 10h du matin. Celui-là, il tombe à 17h20. Et alors l'explication officielle, c'était qu'il y avait un des poteaux qui a été abîmé, qui a été coupé par les incendies, enfin qui s'est écroulé, voilà. Et donc tout s'est écroulé, alors avec des trucs un peu compliqués. La réalité, c'est pas du tout ça, c'est qu'on met tout droit. En plus, si vous avez un architecte qui vous fait un immeuble ou si on coupe un poteau, tout s'écroule, je pense que l'architecte il va aller en prison vite fait. Hein. Bon, ça tient pas debout.
En tout cas, le voilà, il est tombé parfaitement droit. Quand on a montré ça à des professionnels de la démolition contrôlée, ils ont dit ça, c'est une démolition contrôlée, parce qu'elle est beaucoup plus classique que les deux tours. Les deux tours, elles se sont écroulées par le haut. Alors que lui, il s'est écroulé, comme on le fait le plus souvent, par le bas. C'est les étages du bas, on le voit descendre comme ça. Hein. On voit pas, c'est pas le haut qui s'écroule, c'est le bas qui se dérobe au fur et à mesure. Les explosifs, on les met dans les étages du bas et on les fait remonter. Et ça s'écroule comme ça. Et donc ça laisse au milieu, ça laisse des débris et ça touche à peine, ça a à peine abîmé les meubles voisins. Bon. Ça ressemble à une démolition contrôlée. Autre chose bizarre sur le World Trade Center numéro 7, il s'est écroulé à 17h20. Mais aussi bien le speaker de CNN que la speakerine de BBC l'ont annoncé 20 minutes en avance. Elle ne sait pas parce qu'elle est peut-être londonienne et pas new-yorkaise, mais il est là, derrière elle. Elle est en train de dire, vous le trouvez sur les vidéos, vous le trouvez sur Internet, hein, pas de problème. Elle est en train de dire, on nous annonce que le World Trade Center numéro 7 se serait écroulé. Se serait écroulé. Elle n'est pas juste d'à côté, donc elle ne peut pas le dire. Elle est dans son studio, elle, voilà. Mais elle n'a pas vu qu'il était là derrière. Et au moment où elle est en train de raconter ça, donc elle est en duplex avec le mec de Londres, la communication est brouillée et coupée. Et le speaker de Londres dit « Ah, on a un problème de communication avec New York ». Alors, je ne sais pas si ça arrive souvent que la BBC ait des problèmes de communication entre Londres et New York, mais ça ne doit pas arriver souvent. Et bien là, c'est arrivé juste au moment où elle venait de dire une bêtise. Alors, moi, je ne dis pas du tout que ces deux journalistes sont complices de l'histoire. Mais le moindre des choses, quand on fait une enquête, c'est d'aller regarder d'où ils tiraient leur information. Qui a bien pu leur annoncer 20 minutes en avance un événement qui n'était pas arrivé? Parce que dans le rapport sur le World Trade Center, il n'y a rien. Il n'y a pas une ligne. Et quand un journaliste demande au président de la commission pourquoi vous n'avez pas parlé du World Trade Center, voilà, je vous l'ai mis là, il répond nous n'en avons pas mentionné parce que nous pensions que ça faisait partie de la tragédie du 11 septembre. C'était des dégâts collatéraux, c'était une espèce de... c'est un truc secondaire. C'est-à-dire que pour lui, c'est la même chose que ceux-là. Voilà. Vous avez ceux-là qui sont très amochés, qui ne tombent pas, et bien pour lui, c'est la même chose. Celui-là qui est à peine abîmé, qui tombe à la vitesse de la chute libre, annoncé 20 minutes en avance, avec quelqu'un qui dit que c'était fait volontairement. Il n'y a pas une ligne dans le rapport de la commission. Donc c'est bien pour ça, je vous répète, qu'on dit qu'il faut une nouvelle enquête. Il y a des tas de choses qui ne sont pas prises en compte. On quitte New York, on va à Washington. Ce soir, nous nous intéressons à ce propos à un phénomène étrange et qui persiste, la négation de l'attentat contre le Pentagone. Les années passent et rien n'y fait, y compris en France. C'est une énième version de la théorie du complot. D'où vient-elle? Rumeurs, calomnies, mensonges envahissent la toile. Ils vont immédiatement pourrir l'histoire du 11 septembre. On nous dit qu'un avion a percuté le Pentagone et qu'il n'y a ni roue, ni siège, ni aile, ni queue, ni réacteur. On peut se demander quand même que si c'est vraiment un avion, non? Est-ce que vous pensez que les Américains seraient capables de faire ça contre leur propre pays? Vous savez, dans tous ces domaines, il y a des gens qui sont capables de tout, vous savez. Les Américains auraient fomenté eux-mêmes les attentats du 11 septembre. C'est ce qu'on appelle la théorie du complot. Ce serait Bush le coupable et non Al-Qaïda. Une théorie qui séduit de plus en plus. En 2002, Thierry Messant écrit un ouvrage sur le 11 septembre, au titre éloquent, « L'effroyable imposture ». Un livre dans lequel, sous couvert de questions innocentes, il recycle les pires rumeurs, laissant penser au final qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. En fait, lors d'une enquête que je faisais sur les intégrismes, notamment en Jordanie, un libraire, sachant que j'étais française, m'a dit « Ah, la France, Thierry Messant, l'honneur de la France ». Et là, ça m'est tombé comme une douche froide, je me suis dit... Et vous racontez que dans cette librairie, vous avez trouvé l'ouvrage de Thierry Messant qui trônait en bonne place entre les protocoles de sa gestion, qui est un ouvrage antisémite notoire, Mein Kampf, donc vraiment... Tout à fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, si c'est ça le cadeau que la France a fait au monde, il va falloir quand même revoir 2-3 choses. Le Pentagone. Le Pentagone, c'est le ministère de la Défense des États-Unis. Un bâtiment de 5 côtés, 5 étages et 5 anneaux concentriques. Bon, le voilà. Alors, la version officielle, et là encore je vous dis, comme l'avion avait coupé son transpondeur, on ne peut pas vous garantir absolument que c'est bien le même avion qui est revenu. Il était parti vers l'ouest et qu'il est revenu et que c'est bien lui. Mais enfin, la version officielle nous dit qu'il est arrivé là. Moi, je ne sais pas comment vous auriez fait, mais j'aurais décidé d'aller plonger sur le Pentagone, j'aurais plongé direct. Bon.
Eh ben non, lui, la version officielle nous dit qu'il a fait une boucle comme ça, de 330 degrés, donc presque 360, en descendant de 2000 mètres. Il était à 2000 mètres d'altitude et en descendant. Et ça, c'est une vidéo qu'ils ont reconstituée, qu'ils ont présentée. Je l'ai pris sur la vidéo qu'ils présentent à la commission. Enfin, les services techniques ont fait c'est un dessin animé, c'est du faux, mais bon. Alors, les professionnels, des pilotes professionnels nous disent, je ne peux pas vous garantir, je ne suis pas pilote professionnel, que pour faire une boucle aussi serrée, avec une descente de 2000 mètres, ils ne seraient pas sûrs de le réussir eux-mêmes avec leurs milliers d'heures de vol qu'ils ont. Avec un Boeing. Parce qu'un Boeing, c'est comme un paquebot. C'est énorme, c'est lourd, c'est difficile à manipuler. C'est pas un chasseur et c'est pas un appareil qui fait des loopings. Voilà. Donc, ils disent qu'avec un chasseur, bien sûr, il peut faire ça, mais avec un Boeing 767, ils ne sont pas sûrs du tout de réussir ce genre de manœuvre. Bon. En plus, après, on nous dit que le Boeing est rentré là-dedans. Ça, c'est avant que ça s'écroule, parce qu'après, tout ça s'est écroulé, donc on ne voyait plus rien. Mais au début, il y a quand même eu suffisamment de photos qui ont montré ce trou, et on nous dit que l'avion est rentré là-dedans. Il y a même des gens qui ont dit que les ailes, ils les avaient repliées pour rentrer dans le trou. Le trou dans la façade, trop petit comparé à l'envergure de l'avion. Là encore, une fausse énigme pour Mike Walter, le journaliste témoin du crash. C'est comme une canette de bière qu'on écrase contre un mur. C'est fait d'aluminium. Ce qui s'est passé, c'est que les ailes se sont repliées et tout a été aspiré comme ça. C'est pour ça que le trou a l'air si petit. Il y a des gens qui disent que je mens. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Les ailes se sont repliées et elles sont rentrées comme ça. Et il y a eu une énorme explosion. Voilà. Mais il y a des gens qui ont fait remarquer que dans l'incendie, on voit que les poteaux, parce que le rez-de-chaussée, ce sont des poteaux, les voilà. C'est une forêt de poteaux, ils sont chassés vers l'extérieur. D'où une thèse alternative, que ça ne serait pas quelque chose qui serait rentré comme ça. D'ailleurs, les rouleaux n'ont pas bougé, sont pas tombés. Mais c'est quelque chose, il y aurait eu des explosifs à l'intérieur. Moi, je ne vous dis pas que c'est vrai, mais ça n'a pas été recherché. Mais on voit effectivement, si les poteaux sont chassés à l'extérieur, c'est une idée. La version officielle, elle nous dit qu'il y a donc cet avion qui aurait traversé comme ça. Alors, il n'a pas traversé 6 murs, parce que le sous-sol, le rez-de-chaussée, il est commun aux 3 premiers anneaux. Donc en fait, il est rentré là, et puis il serait ressorti là, et le trou de sortie, il est là. Alors, trou de sortie de quoi? Eh bien, on voit rien. On voit des petits débris. On ne peut pas dire que ça ressemble spécialement à des débris d'avion ou d'autres choses. On voit des débris, voilà. Ah, on ne sait pas où sont les ailes, on ne sait pas où sont les... Et surtout, qu'est-ce qui est le plus dur dans un moteur? Je me suis grillé. Qu'est-ce qui est le plus dur dans un avion? Les moteurs. Les réacteurs, 2 mètres de diamètre. C'est de l'acier et du titane ou je ne sais pas quoi, extrêmement lourd, c'est ce qu'il y a de plus solide. Tout le reste, on le fait le plus léger possible, en aluminium ou en je ne sais pas quoi, le plus léger possible, le plus fragile possible. Et ce n'est pas le nez qui va faire un trou. Si vous envoyez un avion sur un mur, le nez, il va s'écraser comme une tomate sur un mur. Ce qui va faire les trous, c'est les moteurs. Hein. Or, en plus, vous voyez que le trou, il est au rez-de-chaussée. Hein. Pour qu'il soit au rez-de-chaussée, il faut qu'il soit vraiment au ras de la moquette. Parce que l'avion, il faut qu'il soit bien rasé et bien. Vous voyez sur toutes les photos, vous les voyez, la pelouse est absolument intacte. Il n'y a absolument aucun signe qu'un avion ait pu racler la pelouse à cet endroit-là. Il y avait des petits débris, alors il y a ceux-là, il y avait aussi des petits débris sur la pelouse. C'est vrai, ils ont été ramassés très vite par les gens du Pentagone, là. Mais il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'on voit des débris derrière la tour de l'héliport. Parce qu'ici, c'est la tour de contrôle, il y a un héliport où ils atterrissaient les hélicoptères. Mais l'avion, il est censé être arrivé là. Hein. L'héliport est là, donc les débris, ils sont derrière, ils sont là. Donc, on peut se demander qu'est-ce que font ces débris derrière alors que l'avion est arrivé là. Donc, les mauvaises langues disent qu'ils ont été mis à l'avance. Mais ça, c'est les mauvaises langues. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des photos de cet avion? Alors, il n'y a pas de photos de cet avion, malheureusement. Et on aurait bien aimé les voir. La seule qu'on ait, et il n'y en a qu'une en fait, c'est celle-là, et elle a été donnée que des années après. C'est une image de la vidéo de surveillance du parking. Et malheureusement, ce qui est censé se passer, c'est juste derrière le poteau de la barrière du parking. On nous dit qu'il y a un avion là derrière. Et que derrière, d'ailleurs, on voit un petit nuage blanc. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu des avions au sol, mais on ne voit pas de nuage blanc derrière. Quand on voit un nuage blanc derrière un avion, c'est en haut, parce que c'est la vapeur d'eau qui se condense. C'est parce qu'il fait très froid et que la vapeur d'eau, elle est chaude, et donc ça se condense, ça fait des nuages blancs. Mais au sol, on ne voit jamais de nuages blancs derrière les avions. Bon. Après, on voit bien cette explosion, c'est sûr. Puis les 3 autres photos, parce qu'ils en ont donné 5, mais c'est après, donc on s'en fout. Après, c'est l'incendie, bien sûr, il y a l'incendie. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer que le nez de l'avion, c'est fragile. Et ça, c'est une reconstitution qui a été faite aussi, un peu comme pour le vol. C'est la reconstitution de l'entrée de l'avion
dans le poteau. Alors d'abord, on voit que moi je vois deux choses malhonnêtes dans cette reconstitution. Premièrement, il n'y a pas de mur, ils ont enlevé le mur. C'est quand même ce qui est la partie un peu la plus dure au départ, hein, il va rencontrer le mur. Et deuxièmement, il n'y a pas de moteur. Dans l'avion, ils nous montrent les ailes, ils ne nous montrent pas du tout de moteur, qui est la partie la plus dure de l'avion. Donc on ne montre ni la partie la plus dure du bâtiment, ni la partie la plus dure de l'avion. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, dans ce dessin animé, on voit les ailes qui disparaissent comme ça. Alors les moteurs, il n'y en a pas, donc il n'y en a pas. Les ailes disparaissent, et puis tout disparaît, et on nous dit que ça s'est vaporisé. C'est-à-dire que c'était tellement chaud que c'est parti en vapeur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne reste rien. Par contre, on a retrouvé l'ADN de tous les passagers. C'est-à-dire que l'aluminium, ça se vaporise, mais les cellules humaines, ça résiste. Vous allez me dire que tout cela n'est pas arrivé. Alors je vais vous montrer. Voilà son passeport. Sous scellé, le passeport de sa femme, retrouvé parmi les décombres du Pentagone par les agents du FBI. Il y a aussi le carnet de vol de Michelle. Vous voyez, il y a son nom dessus. Ceci est un certificat de décès et il est au nom de Michel Heidenberger. Le document confirme le lieu, la date et les circonstances du décès de Michel, victime d'une attaque terroriste. Autopsie, test ADN, les enquêteurs ont pu identifier le corps de la femme de Thomas comme celui de la plupart des passagers. À quelques pas, d'autres bancs, hommage à d'autres passagers. Essia Cottom, 11 ans. Bernard Braun, 11 ans. Son camarade Rodney Dickens, 11 ans également. C'est la première fois que les trois gosses prenaient l'avion à l'occasion d'un voyage scolaire. Alors maintenant, le trajet de cet avion. Il y a une équipe de journalistes indépendants qui sont allés interroger quelques années après, des témoins qui avaient eux-mêmes qui avaient témoigné à la commission. C'était 13 témoins qui se trouvaient dans 5 points différents. Et on a tous, la vidéo dure plus d'1 heure, on leur redemande bien parce qu'ils ont réellement vu passer un avion. Attention, parce que là je voulais parler de l'hypothèse des bombes. Là, il y a l'hypothèse du missile. Je vous ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, ça peut pas un avion, mais ça pourrait être un missile. Bon, c'est une hypothèse, moi je ne sais pas plus. Ici, mais il y a des gens qui ont réellement vu un avion arriver à basse altitude et qui n'auraient pas dû être là. Il n'y a pas d'avion qui arrive à basse altitude près du Pentagone. Eh bien, on leur a fait dessiner, on leur a demandé où ils avaient vu cet avion. Ils l'ont dessiné sur une carte et ils l'ont tous vu passer ici, c'est-à-dire au nord de cette station-service. Là, c'est les 2 employés de la station-service ici. Ils ont tous vu l'avion passer là, alors que la version officielle nous dit que l'avion est passé là, au sud de la station-service. Et si on était dans la station-service, on serait bien capable de dire s'il est passé là au sud ou s'il est passé là au nord. Ils n'ont pas pu se tromper. Tous nous les font passer là. Voilà. Thomas s'est battu pour que soit construit, juste en face du lieu du crash, un mémorial. 189 bancs, chacun dédié à une victime, passager ou employé du Pentagone. Tous sont alignés dans le sens de la trajectoire suivie par l'avion. Et il y en a même un, parce que bon, comme il y a des dénivelés, vous voyez, des autoroutes, des échangeurs, ils voient pas tous bien ce qui se passe après, ils ne voient pas vraiment le Pentagone, ils voient que le toit, mais ils ne voient pas le bas. Mais il y en a un qui dit qu'il a vu l'avion, en fait, lui arriver dessus, il a eu peur, ils ont tous eu peur, et après, que l'avion s'est redressé. Voilà, donc l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a réellement eu un avion, mais que cet avion était un leurre pour qu'il y ait des témoins, et que cet avion arrivé près du Pentagone, il est remonté au-dessus du Pentagone au moment où il y avait cette explosion, que ce soit un missile ou des explosifs, j'en sais rien, et qu'après il est passé par-dessus, et que, comme par hasard, juste derrière, il y a l'aéroport Ronald Reagan avec la piste qui est juste dans l'axe. Ça ne veut pas dire qu'il a atterri là et puis aussi être parti ailleurs. Mais la moindre des choses quand on fait une enquête, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui a atterri à cette heure-là à l'aéroport Ronald Reagan. La commission n'a pas regardé. D'autre part, cette version officielle, comme je vous le montre là, l'avion est censé avoir heurté 5 lampadaires de l'autoroute. Et ça, c'est une reconstitution aussi de la version officielle où on voit, c'est un dessin animé, on voit arriver l'avion et on voit les 5 lampadaires. Les 3 derniers, ils tombent dans la pelouse, c'est normal. Mais les 2 premiers, ils auraient dû tomber sur l'autoroute. Le deuxième, c'est très étrange, vous regardez cette vidéo, le mec qui a fait le dessin animé était vraiment un as. On voit le 2, hein, on voit, il part comme ça,
en avant, puis après il fait un demi-tour, il revient en arrière et il tombe en arrière. Et le voilà, il est dans l'herbe aussi. Et donc les 3 derniers sont dans l'herbe, le 2 aussi. Il n'y a que le 1 qui est effectivement sur la chaussée. Le voilà. Et il a heurté un taxi. Voilà le taxi, voilà le chauffeur du taxi qui arrivait juste en face, qui a vu arriver l'avion, il dit. Sa femme travaille au FBI. Bon, c'est un détail. Et il a vu arriver l'avion et il a vu... Il le dit lui-même, hein, et il a vu rentrer ce poteau. Alors, regardez cette image et dites-moi si vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre sur cette image. Pour quelqu'un qui a reçu un lampadaire de 100 kg. Le capot est intact. Voilà. Le capot est intact. Il n'y a que le pare-brise. Alors, ce qu'il nous raconte... Alors, en plus, et le lampadaire n'est plus dans le pare-brise. Alors, il nous raconte qu'il y a un inconnu qui est descendu de voiture, qui ne lui a pas parlé, il ne sait pas qui c'est, qui l'a aidé à sortir le lampadaire de son pare-brise. Alors, je ne sais pas comment vous auriez fait, vous, si vous venez de recevoir un truc. Moi, je serais un peu comme ça, dans mon taxi, dans ma voiture, recevoir un lampadaire de 100 kg. J'aurais rien fait, j'aurais attendu, j'aurais pas sorti le lampadaire de ma voiture. Bon, mais il nous dit que... Et le mec, l'inconnu, est remonté dans sa voiture et est parti. Et donc, du coup, il a juste le trou et le capot est intact. Tout ça, ça a été photographié par des centaines de journalistes. Personne n'a remarqué ça. Bon, c'est quand même assez bizarre. Alors, je vous dis tout de suite, par rapport à Lévite, la version alternative, c'est que tout ça, c'est de la mise en scène. C'est qu'en fait, ces 5 poteaux ont été démontés dans la nuit peut-être par une équipe de maintenance, de fausse maintenance de l'autoroute, qui les ont posés dans l'herbe. D'ailleurs, ils sont tous coupés à la base. Hein, il n'y en a aucun qui est sectionné en haut. Enfin, ils sont déconnectés, puisque c'est 2 parties. C'est une partie verticale et une partie horizontale. Ils sont déconnectés, c'est vrai, mais ils sont tous sectionnés en bas. Et puis simplement, l'inconnu l'a peut-être aidé justement à le sortir de la pelouse pour le mettre sur la roue, et puis il a donné un coup de marteau dans son pare-brise. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Je vous dis que c'est une hypothèse qui est un peu plus cohérente avec ce qu'on observe réellement dans les images. Maintenant, il faut aller l'explorer. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas et que la version officielle est exacte. Dès que des informations sortent avec le temps, elles sont immédiatement recyclées par les conspirationnistes qui, à chaque fois, trouvent, en picorant de ci de là, une raison pour dire « Ah, regardez, nous avions raison ». Face à une telle tragédie, une partie de l'Amérique refuse de croire que 19 pirates de l'air aient pu commettre seuls cet acte terroriste sans précédent. Vous écoutez France Culture. 7h25 sur France Culture, nouveau rendez-vous le vendredi, vous le savez, avec la carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Ce matin, anti-américanisme primaire. Non, cette semaine, l'anti-américanisme primaire n'était pas sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais plutôt dans les propos du président iranien, Ahmadinejad, qui a parlé du 11 septembre comme, je cite, d'un incident ayant servi de prétexte aux Américains pour attaquer l'Afghanistan et l'Irak. Il a même été jusqu'à mettre en doute le caractère terroriste de cet incident, donc, en se demandant à voix haute comment des avions avaient pu frapper les tours du World Trade Center sans coordination, c'est-à-dire sans l'aide des radars américains. 2 Français auraient pu inspirer cette phrase. Pour le premier, c'est facile à deviner. Quand Ahmadinejad parle de 3000 morts comme d'un incident, vous aurez reconnu le sens du détail d'un Jean-Marie Le Pen. Quand il enchaîne en expliquant que les avions du 11 septembre ont été téléguidés par les Américains, eh bien, il fallait reconnaître la patte d'un certain Thierry Messant, auteur de L'effroyable imposture, un Français désormais aussi célèbre que Roger Garaudy dans le monde arabe, et plus encore en Iran, où il est souvent invité. Et oui, c'est bien connu, les Arabes ne savent pas viser tout seuls, il n'y a que les Américains pour réussir un coup pareil. Alors bien sûr, on ne voit pas bien pourquoi la CIA aurait détourné 4 avions, alors qu'un seul faux attentat à la bombe aurait suffi à mettre en œuvre son plan machiavélique. On ne comprend toujours pas pourquoi elle se serait mis en tête de tuer plus de 3000 de ses compatriotes, alors qu'un simple rapport boiteux sur les armes de destruction massive aurait largement pu servir de prétexte à une seconde guerre en Irak, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'on nous ment, toujours, et les Américains plus que les autres. On ne peut pas dire qu'il y a une personne ou un lobby seulement qui est intéressé par les guerres, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des intérêts convergents. Bon, bien sûr, s'approprier les ressources naturelles, surtout pétrolières, c'est évident, je veux dire, personne ne peut en douter, c'est tellement évident. Cerner militairement la Russie, la Chine et l'Iran, c'est évident aussi, ça se voit. Donc à chaque fois qu'on met le pied que les États-Unis mettent le pied dans un pays, voilà, ils ont 2 grosses bases militaires en Irak. Bon, c'est clair. Et
Bon, détruire les États qui étaient... L'Irak, c'était un État relativement fort, avec une armée, avec une indépendance, avec... Voilà. Maintenant, il est complètement détruit en trois morceaux, et chacun est complètement impuissant. Installer des régimes islamistes radicaux, ça peut paraître bizarre parce qu'à chaque fois on nous dit le prétexte c'est on va apporter la démocratie, on veut donner plus de liberté aux femmes. Bon, très bien, ça c'est une très bonne intention. Dans la réalité, à chaque fois on s'aperçoit que c'est pas ça du tout et qu'on installe des régimes islamistes. Le soi-disant printemps arabe, on va avoir les frères musulmans partout finalement. Hein. Et puis si la Libye, on voit bien ce qui est arrivé aussi, et ben ce sont les plus extrémistes qui installent la charia. Alors on se demande pourquoi. Bon, une des interprétations, c'est qu'en fait, quand on met des régimes comme ça, d'abord, ils sont très conciliants avec les multinationales pétrolières. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire appliquer la charia à la population. Bon, très bien, mais le côté économique, ils s'en fichent un peu et ils laissent faire les multinationales. Donc c'est déjà un avantage. Et d'autre part, ils sont très faciles à diaboliser. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si on décide de les liquider, parce que c'est pas nouveau que les États-Unis installent un dictateur quelque part et puis après le suppriment parce qu'il ne lui plaît plus. D'ailleurs, Saddam Hussein, je rappelle, était un agent des États-Unis. Il a été financé pendant des années pour faire la guerre à l'Iran. Hein. Puis un jour, ils ont décidé qu'ils en avaient marre de Saddam Hussein, donc ils l'ont démoli, ils ont descendu. Ils ont fait ça avec des tas de dictatures en Amérique du Sud. Bon. Mais quand c'est des régimes islamistes, c'est très facile. Du jour au lendemain, du gentil, ils deviennent des méchants. Ensuite, il y a évidemment le lobby militaro-industriel. Plus il y a de guerre, plus ils sont contents, puisque plus ils vendent du matériel. Il y a aussi le lobby de la reconstruction. Parce qu'à chaque fois qu'on démolit des bâtiments, et l'Irak, on peut dire, a été rasé, à chaque fois beaucoup de villes ont été complètement démolies, à chaque fois qu'on reconstruit, eh ben, c'est de l'argent. Et ce n'est pas le maçon du coin qui va gagner de l'argent. C'est les grosses multinationales. Vous connaissez peut-être Halliburton, qui est une grosse multinationale qui fait un peu de tout, et ben, qui a beaucoup de contrats de reconstruction. Et qui était le PDG de Halliburton avant d'être vice-président, Dick Cheney. Voilà. Une septième raison de faire ces guerres, et moi je crois que c'est la ligne rouge qu'ont franchi aussi bien Saddam Hussein que Kadhafi, c'est le soutien du dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a une entente depuis des années entre l'OPEP et les États-Unis, comme quoi tous les pays producteurs de pétrole s'engagent à ne vendre leur pétrole qu'en dollars. C'est-à-dire qu'un pays comme la France, par exemple, qui veut acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, est obligé d'abord d'acheter des dollars et ensuite, avec ces dollars, il peut acheter du pétrole. Ce qui fait un énorme marché de dollars. Mais Saddam Hussein avait dit, et Kadhafi aussi, avait dit qu'ils étaient prêts à accepter d'autres monnaies. C'est-à-dire qu'ils auraient accepté des euros, des yens, des yuan chinois, etc. Et ça, c'est la chute du dollar assurée, parce que beaucoup moins de gens vont acheter du dollar. Donc ça fait baisser les cours. Et ça, je pense que c'était la chose à ne pas faire. Enfin, c'était vraiment prendre énormément de risques que d'annoncer ça. Et c'est ça qui leur a valu, à mon avis, leur chute. Mais enfin, en tout cas, c'est une réalité. Ensuite, une petite chose encore, c'est que finalement, les champs de pavots, eh bien, vous voyez sur ces photos que ce n'est pas des Afghans. C'est un soldat occidental, c'est un blanc qui surveille les champs de pavots. Du temps des talibans, ils avaient éradiqué presque le pavot. Ils interdisaient, parce qu'il y avait aussi ce côté rigoriste. Par contre, depuis que c'est Karzai, et d'ailleurs le frère d'Hamid Karzai était un des gros bonnets de la drogue là-bas, il a été descendu d'ailleurs pour ça, eh bien, depuis, 90% de la production de héroïne vient d'Afghanistan. En passant par le Kosovo d'ailleurs, pour arriver en Europe. La base militaire américaine du Kosovo. Bon, alors, oui. Il paraît que les thèses consistant à nier la réalité des attentats du 11 septembre convainquent à peu près 10% de la population française, ce qui, sauf leur respect, fait quand même un sacré paquet de sales cons. Tout ce petit monde parle de plus en plus fort au nom de la liberté d'expression et Internet est l'égout idéal où circule toute cette pourriture.